Et à la une ce soir, la crise du CHU qui se poursuit. Le personnel du laboratoire fait toujours jouer son droit de retrait. La direction a renoncé dans l'immédiat à la réouverture des urgences, tandis que l'hôpital de campagne fermera ses portes lundi prochain et quittera la Guadeloupe. Le reportage de Karen Diama est à venir. Et l'armée de terre recrute en permanence. Une dizaine de jeunes s'est engagée aujourd'hui. La défense nationale demeure, nous le verrons, un débouché bien réel pour les jeunes à la recherche d'un emploi. La ville de Pointe-à-Pitre renouvelle ses canalisations d'eau usée et d'eau potable. Un vaste chantier qui devrait s'achever à la fin du mois de février. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter est à venir. Et puis tous au sport, c'est l'envie et la volonté de l'association Profession Sport et Loisirs Guadeloupe. Grâce au soutien de la communauté d'agglomération, sa plateforme mobile passe de commune en commune pour démocratiser la culture sportive, notamment dans les quartiers populaires. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. La crise du CHU se poursuit. Le personnel du laboratoire exerce toujours son droit de retrait, tandis que la direction a finalement renoncé dans l'immédiat à la réouverture des urgences dans leur lieu habituel, tandis que l'hôpital de campagne, qui fermera ses portes lundi prochain, quittera aussi la Guadeloupe le 8 février. Une vraie question se pose alors. La réouverture du CHU a-t-elle été prématurée? Réponse avec Karen Diama. Devant le nombre incessant de mésaventures que rencontre le centre hospitalier universitaire, une question persiste. Le CHU a-t-il été rouvert prématurément ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous avons vu avec les différentes sociétés la maîtrise d'œuvre pour caler ce calendrier. Il paraissait faisable, mais aujourd'hui, vous savez, il y a quand même des découvertes d'éléments assez lourds parce que on se trouve non loin de la zone qui a été incendiée. Donc il a fallu dévoyer l'ensemble des réseaux, puisque tous les réseaux des urgences passaient par ces locaux-là. Donc il faut complètement les dévoyer, déshumidifier aussi toutes ces pièces qui ont reçu de l'eau et aussi en profiter pour remettre un petit coup de peinture, parce que chacun connaît l'état des urgences du CHU. Pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le centre hospitalier ne permet toujours pas en l'état d'accueillir une quelconque activité. C'était prématuré parce que d'autant plus qu'il manquait beaucoup de rapports des commissions de sécurité ainsi que des rapports concernant l'état du bâtiment. Des recommandations ont été faites pour l'ouverture par le CHSCT qui n'ont pas été respectées, ce qui fait que le personnel est rentré rapidement dans les lieux sans ces recommandations, qui fait qu'aujourd'hui on assiste à des droits de retrait du personnel comme au laboratoire. Même son de cloche pour l'UTS-UGTG, qui prônait depuis bien longtemps la réhabilitation des bâtiments du CHU. C'est vrai qu'il fait pression, il faut continuer à faire pression pour intégrer le CHU. Et là aussi, l'hôpital a profité des situations difficiles là, ça, pour ouvrir le CHU. Donc on a bien dit dans les conditions de précipité, parce que le ZIS qui a un avis technique à la demande du préfet régulièrement a dit qu'il n'est pas autorisé l'ouverture des services qu'on recevait le public. Parce qu'effectivement, les conditions de sécurité, notamment de couvre-feu, le système de désenfumage part au point, et qu'il faut le CHU fait des travaux avant. Ça nous a réclamé depuis de l'année avant. Ça, normalement, qu'il y a un financement en place. Dans tous les cas, dès lundi, l'hôpital de campagne cessera son activité de soins. Ainsi, l'accueil des urgences se fera à la place des consultations externes. Et aujourd'hui, le CHU doit bien évidemment prendre le relais. Nous avons été prévenus de longue date. Néanmoins, les travaux que nous avions prévus dans le site actuel, le site habituel des urgences, ne sont pas terminés parce qu'ils sont beaucoup plus lourds que ce que nous avions prévu. Et donc une solution transitoire, provisoire, a été recherchée et nous l'avons trouvée, accessible au niveau du rez-de-chaussée, des consultations et du parking de la maternité du site actuel du CHU. À partir de ce lundi, pour prendre le relais, les organisations et les différents aménagements sont en cours actuellement et nous souhaitons voir bien évidemment opérationnelles ces urgences dès lundi pour accueillir la population guadeloupéenne et assurer la continuité des soins. Le centre hospitalier espère réouvrir fin février 2018 les urgences adultes dans leurs locaux habituels. Et l'armée de terre recrute, et ce en permanence. Aujourd'hui, 12 jeunes ont signé leur contrat d'engagement au camp du Gommier. Depuis la vague d'attentats qui a frappé le territoire, la Défense nationale a augmenté ses effectifs, passant de 10 000 recrutements par an à 15 000. Reportage Karen Diama. À 19 ans, Mandy vient tout juste de s'engager dans l'armée de terre, option conducteur d'engins blindés. Un choix mûrement réfléchi. Qu'est-ce qui fait que je me suis engagé? Parce que bon, j'ai 19 ans quand même, j'ai fait 2 ans au camp, j'ai tout ce que j'avais à faire, mais j'ai remarqué qu'il n'y a rien en Guadeloupe. Donc du coup, après, avec les diplômes, je peux travailler, mais
c'est pas trop, j'aime bien l'action en fait, donc du coup je m'engage parce que voilà, il y a de quoi travailler en France, donc je préfère l'armée parce que j'aime bien l'action, j'aime bien bouger, j'aime bien tout ce qui est dynamique. Pour Naïk, il s'agit avant tout de perpétrer une tradition familiale dans l'engagement militaire. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, d'autant plus que j'ai mes deux oncles qui ont passé pas mal d'années dans l'armée de terre, donc en fait ça m'a encore poussé à m'engager en fait. Comme je suis actuellement pompier volontaire, donc il faut savoir déjà que c'est encore hiérarchisé, qui est strict et assez carré, donc moi ça ne me fait pas peur, donc ça va. Véritable vivier pour l'armée de terre, la Guadeloupe a permis en 2017 de recruter près de 220 soldats. Ce sont des soldats qui sont physiques, qui sont endurants, qui ont de la volonté et qui, en général, ont tendance à rester dans l'institution alors qu'il y a une certaine attrition qui est constatée un peu partout en général, c'est-à-dire que dans les 6 premiers mois d'engagement, il y a un certain nombre de soldats qui choisissent de dénoncer leur contrat, ce qui leur est permis. Les soldats venus d'outre-mer en général et particulièrement de Guadeloupe ont tendance à plutôt être fidèles à l'institution, à être très attachés à leur engagement et c'est la raison pour laquelle on compte sur eux. Pour Mandy, Naïk et leurs camarades, le grand départ aura lieu le 6 février prochain. Et la ville de Pointe-à-Pitre est en train de renouveler ses canalisations d'eau usée et d'eau potable. Vous l'avez certainement déjà remarqué, les travaux ont débuté il y a 2 mois à l'entrée des quais de Bergevin et se poursuivent jusqu'à la Darse. Les changements de tuyauterie d'eau et la pose des canalisations devraient se terminer à la fin du mois de février, bouclant ainsi une première tranche de travaux. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. De Bergevin à la Darse, la cité pointoise entreprend le lifting de ses canalisations. Portés par Cap Excellence, ces travaux concernent tant les eaux usées que les eaux potables. Les travaux qui se sont faits ont consisté à toucher la zone qui va du quai Lefebvre, l'ancien plaza, la zone des pacotilleuses, jusqu'à la place de la Victoire sur un premier tronçon. Et ces travaux, ils sont faits sur 2 tranchées différentes pour ceux qui voient les travaux et qui pourraient s'interroger pourquoi on creuse ici, on creuse à côté. C'est parce que d'un côté, il y a l'eau potable et de l'autre côté, il y a les eaux usées. S'agissant des eaux usées, la tuyauterie principale a été remplacée sur ce secteur et on est en train de faire les raccordements. S'agissant de l'eau potable, ce sera terminé à la mi-février et les raccordements se referont dans la 2e quinzaine du mois de février. Avec plus de 18 km de rues, le territoire de la ville est aussi très dense. D'autres secteurs seront alors concernés par ces travaux de renouvellement de canalisation. C'est ainsi que dans un autre projet qui est le nôtre, et toujours avec la communauté d'agglomération dans le cadre cette fois-ci de la responsabilité sur les affaires économiques, nous allons faire sur la rue Lamartine et sur la rue Sadi Carnot des travaux qui consistent à recalibrer un des 2 trottoirs pour permettre une déambulation piétonne qui soit plus agréable, pour permettre également qu'il n'y ait pas de double stationnement, ce qui est gênant pour la sécurité, dangereux pour la sécurité et gênant pour la circulation. Eh bien, ces travaux qui vont être entrepris et qui sont en cours d'étude, eh bien, lorsqu'on sera en phase de travaux, on en profitera pour refaire les canalisations qui sont sur ces secteurs-là. La ville de Pointe-à-Pitre envisage d'ici 1 à 2 ans de remplacer toutes ces canalisations en profitant notamment de la rénovation urbaine pour réaliser ces travaux en même temps afin de limiter la gêne occasionnée. Et quelles sont les avancées pour aider les plus démunis à se loger? Cet après-midi, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, présentait le tout nouveau plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, en présence notamment des représentants de l'État. Tout cela a eu lieu à l'hôtel du département Basse-Terre. Le détail avec Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Le nouveau plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées a été présenté cet après-midi au conseil départemental sous l'égide du préfet de Guadeloupe. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes dites défavorisées qui ont besoin d'être logés ou hébergés. Donc c'est tout l'objet de ce plan, c'est d'identifier ces publics en difficulté, qui sont en difficulté pour différentes raisons, difficultés sociales liées
par exemple au chômage, mais aussi quelquefois des difficultés de santé. Ça peut être des personnes seules, ça peut être des personnes étrangères en situation irrégulière. Donc pour un certain nombre de raisons, nous avons des publics en difficulté, des publics fragiles. Et il appartient à la puissance publique de s'en occuper. Et c'est tout l'objet de ce plan, c'est comment peut-on faire pour que ces personnes, certaines aussi sont dans des habitats insalubres, eh bien, puissent trouver d'abord un hébergement, mais de façon plus directe, un logement pérenne. Et ce n'est pas facile parce qu'il ne suffit pas de trouver un logement vacant chez un bailleur social. Bien souvent, ces personnes nécessitent un accompagnement, ne serait-ce que pour des questions de santé. Vous avez aussi des personnes qui sont fragiles psychologiquement. 75% des ménages guadeloupéens pourraient, de par leur revenu, bénéficier d'un logement social. L'association AGLS accompagne justement les familles en difficulté. L'AGLS est une association guadeloupéenne pour le logement social et on reçoit en priorité les gens pour les maintenir dans leur logement. Et maintenir une personne dans son logement était devenu une chose excessivement difficile parce que le contexte est difficile. Les gens ont des loyers de plus en plus chers et ont des salaires de plus en plus bas, malheureusement. J'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir mettre en place des lois, qu'on va pouvoir discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'on met en place, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Nous recevons, pour vous donner, je disais tout à l'heure, dans une semaine, j'ai reçu 5 familles qui étaient expulsées. Des familles, des mères célibataires avec 2-3 enfants expulsés de leur logement. Ce nouveau plan a donc pour ambition de faciliter l'action et le maintien de logement des personnes défavorisées, tout en apportant également des réponses aux besoins des sans-abri, en accentuant l'offre d'hébergement en ce sens. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, demain nous le verrons, s'ouvrira la 7e édition de Week-end Kill Tirel organisée par Mascaclé. Une porte-parole de l'association sera avec nous sur le plateau pour en parler. Et puis coup de projecteur sur cette initiative dans le sud Basse-Terre, un camion qui sillonne les communes pour démocratiser l'activité sportive pour les quartiers prioritaires. Depuis plusieurs semaines, la violence sévit dans un collège de la commune de Matoury en Guyane. Une atmosphère d'insécurité qui a atteint son point culminant quand le grand frère d'un élève s'est introduit dans l'établissement pour régler ses comptes. Les professeurs ont décidé d'entamer un mouvement de grève illimité pour dénoncer cette situation. Reportage Gaël Ouassim d'ATV Guyane. Stupeur ce matin pour les élèves du collège de Concorde qui ont trouvé porte close. En effet, le corps enseignant et le personnel du collège étaient en débrayage suite à la montée de l'insécurité dans l'établissement. Ingrid Moncé, professeure au sein du collège, nous en explique les raisons. Donc ce matin, nous étions en débrayage, effectivement, suite aux événements qui se sont passés hier. Donc hier, il y a eu des événements graves, des événements violents avec des bagarres qui ont éclaté au sein de l'établissement, dans la vie scolaire, avec vraiment des élèves qui ont commis des actes qui sont graves, puisqu'on a des enseignants qui ont pris des coups, des CPE qui ont été blessés, des agents de vie scolaire aussi qui ont été blessés. Et en fait, cette bagarre-là n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ce qu'on subit depuis la rentrée scolaire, avec cette montée en violence, ces agressions verbales et physiques dans l'établissement. Donc on est en débrayage pour un peu déjà manifester notre ras-bol et puis surtout pouvoir se concerter pour pouvoir faire des préconisations. Côtoyant les élèves au quotidien, Pierre, APS, assistant de prévention et de sécurité au sein de l'établissement, constate les effets néfastes de ce climat d'insécurité. Ah oui, on ressent ça tous les jours parce qu'on a des élèves quand même de différents quartiers. Et arrivés à l'école, les élèves arrivent quand même avec leurs problèmes. Et vu la délinquance quand même dans tous les établissements, oui, chez nous, on en a. Dans les écoles, ça veut dire que c'est des problèmes qui se trouvent ailleurs, mais les élèves le ramènent à l'école. Et nous, à la vie scolaire et les co-enseignants, on doit gérer tout ça. Et à des moments, on n'a pas les outils qu'il faut. Alors on attend des réponses de la direction ou du rectorat pour nous donner les outils pour éradiquer tout ça. Mais on sait très bien que ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Pour le député Gabriel Serville, venu soutenir le corps enseignant, il préconiserait un travail de médiation autour de la problématique de l'insécurité. Je considère que c'est notre société qui est gangrénée de l'intérieur et que c'est une responsabilité collective qu'il va falloir traiter de manière collégiale. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes, toutes les personnes, tous les organismes qui de près ou de loin ont la responsabilité d'encadrer la jeunesse de Guyane devront rapidement se retrouver pour à nouveau faire un état des lieux et voir comment ensemble on peut mettre en place une grande dynamique qui va nous permettre de nous adresser à ces jeunes pour tenter de sortir de l'impasse. C'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine que nous allons devoir entamer. J'espère que ce message sera bien perçu et qu'avec les différents partenaires, on va pouvoir rapidement se mettre autour de la table. Après une matinée de concertation du personnel éducatif, l'annonce de la grève
grève illimitée est tombée. Un courrier d'alerte a également été rédigé afin de recenser les dysfonctionnements au sein de l'établissement. Et en Martinique, le projet d'extension de l'aéroport Aimé Césaire devrait débuter d'ici le mois de mai. Tourné vers une stratégie d'excellence, la SAMAC, la société chargée de gérer l'aéroport, prévoit d'agrandir sa surface de plus de 18 000 m² et de moderniser ses équipements. Un projet qui ne fait pas l'unanimité auprès des habitants de Ducos. Reportage Loïc Régis. Installée ici depuis 50 ans, Jacqueline a encore du mal à s'habituer au bruit des avions. Alors forcément, quand on lui parle d'extension de l'aéroport ou d'augmentation des vols, pour elle, c'est une mauvaise chose. C'est le bruit de l'avion, surtout. C'est le bruit. Parce que quand l'avion passe, vous voyez l'aéroport. L'avion, aussitôt levé, c'est sur la maison que ça passe. C'est du bruit, on ne peut pas parler, on ne peut pas regarder la télé. Si on est au téléphone, on doit arrêter. Il n'y a pas moyen. Un sentiment que partage également sa voisine. Les nuisances sonores sont difficiles à vivre pour Geneviève au quotidien. Ça nous fait une grande quantité, environ près d'une dizaine. Hein, parce que vous avez tous les petits à tout instant, quoi. Surtout la nuit, c'est dérangeant. La journée encore, mais la nuit. C'est très difficile quand on dort et surtout quand on a déjà un certain âge et que l'avion vous réveille au milieu de la nuit, c'est pas facile de reprendre le sommeil. Mais au quartier Bac, toutes les voix ne s'élèvent pas contre le projet d'agrandissement. Le chantier doit démarrer en mai 2018 et aboutir en 2020. Une perspective de développement pour la Martinique. Quand on entend le nombre de chômeurs que nous avions sur l'île, je suppose qu'effectivement, pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ça peut être un argument qui serait très bon, ne serait-ce que pour les jeunes et pour leur évolution future. Ça ne me dérange pas. Il ne va pas déranger moi, parce qu'il nous a habitués et toujours même bruit, toujours pas un petit bruit qui d'autres bruits. Ça va donner à la Martinique un développement, quoi. Parce que l'extension de l'aéroport, ça va permettre plus d'avions, plus de tourisme. Et puis, finalement, personne ne sera gêné dans cette affaire, quoi. À terme, ce sont près de 20 000 m² supplémentaires qui vont être rajoutés à l'aéroport Aimé Césaire. Des infrastructures qui répondent à une hausse de la fréquentation de la destination Martinique sur les dernières années. Et nous ouvrons maintenant une page culture. Ce week-end s'ouvrira la 7e édition du week-end culturel de l'association Masque à Clé. Cette année, les organisateurs ont choisi de rentrer en résistance sans Biguidi. Mathilde Racine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre justement de l'association Masque à Clé, porte-parole ce soir de l'association. Merci d'avoir accepté notre invitation. Résister en vérité, sans Biguidi, je l'ai dit. C'est le thème que vous avez choisi. Oui. Que signifie-t-il? On a le sentiment qu'il y a une volonté de régler ces comptes, de régler des comptes. Pas forcément. Masque à Clé arrive à l'aube de ses 20 ans. En 2019, Masque à Clé va fêter ses 20 ans. Donc pour nous, c'est l'occasion de faire un arrêt sur image, de faire un peu un topo sur ce que Masque à Clé a traversé, les projets qui ont été initiés, les réussites, aussi les défaites, hein, les difficultés qu'il a fallu surmonter. Et vous avez insisté justement sur ces difficultés qu'il fallait surmonter. Et donc voilà, d'où le thème, le slogan, puisque c'est ce slogan qui va nous animer pendant toute cette année, au-delà du carnaval, mais c'est vraiment toute l'année civile. Résister en vérité sans Biguidi, qui est un slogan qui est aussi porteur de sens pour chacun d'entre nous dans nos vies personnelles. Donc c'est pour qu'un plus large public se reconnaisse. On a habitué à avoir une semaine d'animation. Cette année, elles seront réduites à 2 jours. Ça commencera dès demain avec le Massa à l'ennui, le défilé de groupe à Pointe-à-Pitre. Pourquoi justement cette réduction? Alors tout simplement pour nous permettre de nous organiser pour fêter ces 20 ans, puisque plusieurs projets sont en approche. Donc nous souhaitons nous préparer suffisamment tôt pour permettre que cette fête soit la plus belle possible. Donc c'est vrai qu'en amont, l'an dernier, nous avions une semaine de manifestation. Donc pour cette 7e édition cette année, nous nous cantonnons à un peu édulcoré, je dirais, mais toujours avec autant de sens et de qualité. Donc à 2 jours de manifestation, les 2 temps forts, quelque part du week-end, le Massa à l'ennui du vendredi soir et le podium du samedi soir.
Demain soir, à Pointe-à-Pitre, Massa la Nuit, l'un des événements les plus emblématiques du carnaval, avec le défilé des groupes à peau. Seul absent, le groupe Vim. Est-ce que il y aura un lien avec la polémique liée au défilé de ce groupe l'an passé? Alors pas du tout. Nous, dans notre organisation, nous prévenons les groupes suffisamment à l'avance pour qu'ils nous fassent un retour de leur fiche d'inscription avant une deadline pour une organisation effective et leur prise en charge de façon optimum. Donc la deadline était le 31 décembre 2017. Donc Vim a reçu son courrier d'invitation et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour de fiche d'inscription. Donc voilà. Le deuxième temps fort, ce sera le samedi, avec Savane à Tico, avec Allée Rose. Exactement. Donc Savane Tico, c'est l'espace de vie qui se trouve à côté du local, aux abords de la rocade. Donc c'est un espace où toutes nos manifestations se font. Donc on va recevoir des artistes, on attend le public nombreux. Donc Eros sera parmi nous, il y aura un live du groupe Soft. Et puis tout ce podium sera clôturé par un grand lit rose avec Eric Kozak. Masque à clé, c'est un mouvement qui pousse les gens à la réflexion, vecteur de culture mais aussi d'insertion. C'était votre thème l'an passé. Oui. Nous avons retrouvé un documentaire réalisé par les jeunes de l'association Tout est possible, où l'accent a été mis d'ailleurs sur l'insertion. On regarde un extrait ensemble. Oui. Voilà, moi, déjà, c'est d'accompagner les gens de la cette là, par exemple dans des ateliers qu'on a fait avec eux. Là, nous avons monté en bois en bouteille en plastique. Donc, on a travaillé cette là, nous avons filé les bouteilles et puis pour nous monter bois là. Et puis, au-delà de ça, tout ça qui est scénographie ici, c'est un café avec d'autres jeunes qui sont plus grands, des jeunes qui sont dans l'insertion et programme insertion avec Masque à clé. Donc, tout ça, on voit en palette, en baillet là, c'est nous qui mettons ça et qui travaillons, qui montent, qui peignent avec ces gens. Et c'est pour ça que moi, bien aimé travailler avec les jeunes. Par exemple, on a invité des jeunes à venir travailler avec moi à l'atelier moi. J'ai exposé avec d'autres jeunes, on a invité à l'atelier moi. Non, en très pour que les jeunes Guadeloupéens, on a goûté pour ça, restent en Guadeloupe, trouver travailler en pays ailleurs, au lieu d'exiler, d'expatrier en France, parce que nous ne pouvons pas travailler pour eux. Moi, c'est encore souhaiter les jeunes, si mon appétit esclave, c'est l'excellence. Il faut être excellent dans ça, ce qu'on fait, c'est tout. Je dis, tu dois être excellent, merde. Comme ça, pour ne pas rien dire nous. C'est fort ce qu'il dit. Il parle de ce concept, de ce mouvement de Black Excellence, l'excellence noire. C'est un mouvement qui se répand dans le monde entier en ce moment. Qu'en pensez-vous? Faut-il promouvoir l'excellence noire? Évidemment, c'est une marque identitaire, je dirais, pour nous permettre de nous retrouver, de véhiculer notre créativité, de montrer aussi qui nous sommes. Donc, on a trop souvent été peut-être minimisés dans nos actions, mais nous-mêmes, inconsciemment, nous avons une attitude qui est celle de voilà, je me cache, je ne veux pas montrer ce dont je suis capable. Et donc, c'est vraiment, et surtout pour notre jeunesse, leur montrer qu'ils ont des capacités. Il suffit effectivement d'un peu d'accompagnement, pourquoi pas voilà, d'une remise en confiance et pour permettre que de belles choses puissent émerger. Mathilde Racine, merci d'avoir accepté notre invitation. Le rendez-vous, c'est demain soir dans les rues de Pointe-à-Pitre. Focus ce soir sur une autre initiative, celle de l'association Profession, Sport et Loisirs Guadeloupe, avec l'aide de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère. Elle sillonne les communes de l'agglomération pour démocratiser l'activité sportive, notamment dans les quartiers dits prioritaires. Le reportage est signé Yvan Lemar. Mouvement Sport est une plateforme sportive mobile qui sillonne depuis octobre 2017 les différentes communes du Grand Sud Caraïbes. Son objectif, développer la cohésion sociale grâce au sport pour tous. Alors l'idée est venue de la communauté d'agglomération du Grand Sud Bastère qui, par le biais du service politique de la ville, nous a demandé d'être un partenaire un opérateur sur le terrain, donc pour justement amener des activités physiques grâce à un concept que l'on a monté qui s'appelle Mouvement Sport, donc un camion, du matériel, des éducateurs formés et puis on se balade sur l'ensemble de la Guadeloupe et particulièrement aujourd'hui sur le territoire de Bastère.
Le matériel utilisé a été financé dans le cadre de contrats État-région. La logistique et la mise en œuvre du projet a mobilisé plusieurs partenaires institutionnels. On a monté un projet, on l'a soumis à la communauté d'agglomération qui a financé entièrement ce dispositif avec des partenaires comme la DGSCS, l'ARS notamment et d'autres. Et donc l'idée c'était de pouvoir mettre en place un programme sur une dizaine de quartiers prioritaires. Donc nous sommes allés à Capesterre, à Baillif, à Gourbert. Une vingtaine de jeunes en formation ou déjà formés au métier d'éducateur sportif sont employés sur ce projet, un moyen de permettre leur insertion professionnelle. Le deuxième aspect qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en action les jeunes qui sont en formation sur le CFA Calamus, notamment des jeunes apprentis. Donc c'est des lieux de pratique pour qu'ils voient comment, c'est quoi le métier d'éducateur sportif. Aujourd'hui, 350 élèves ont pu découvrir la Zumba Kid, un parcours du combattant gonflable ou des sports innovants tels que le home ball, le bouncer ou le chouk ball. J'ai découvert des activités qui s'appellent le king ball, où tu as une balle géante et le but c'est d'essayer de ne pas la faire tomber et de la rattraper. Cet après-midi au champ d'Arbo, je l'aime vraiment. C'est vraiment drôle, on s'amuse beaucoup, il y a beaucoup d'activités. Ça nous permet de nous défouler un peu parce que comme on est à l'école, on n'a pas l'occasion vraiment de se défouler. Moi j'ai tout aimé parce que tous les jeux étaient vraiment bien et même le toboggan gonflable, c'est bien et on s'amuse bien. J'ai adoré, surtout le toboggan gonflable, c'est trop drôle. Les jeux qui sont là, c'est intéressant, ceux qui sont créés pour nous, c'est intéressant, je leur remercie beaucoup. Une autre journée sportive est programmée mercredi prochain à Basse-Terre. La dernière étape du mouvement sport est prévue à Capesterre-Belle-Eau à la fin du mois. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Goyave et aux Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain à 18h avec un retour à la normale le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 25 janvier. Nous l'avons vu ce soir, la crise se poursuit au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre-Abîme. Le personnel du laboratoire fait toujours jouer son droit de retrait. La direction, elle, a renoncé dans l'immédiat à la réouverture des urgences, alors que l'hôpital de campagne fermera ses portes lundi prochain et quittera la Guadeloupe le 8 février. Et puis l'armée de terre recrute en permanence. Une dizaine de jeunes s'est engagée aujourd'hui. La défense nationale demeure un débouché bien réel pour les jeunes à la recherche d'un emploi. Et la ville de Pointe-à-Pitre renouvelle ses canalisations d'eau usée et d'eau potable. Un vaste chantier qui devrait s'achever à la fin du mois de février. Et puis découverte ce soir d'une initiative Tous au sport, développée par une association Profession Sport et Loisirs Guadeloupe, grâce au soutien de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre et d'autres partenaires. Sa plateforme mobile passe de commune en commune pour démocratiser la culture sportive, surtout dans les quartiers dits prioritaires. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.